vous allez nous rejoindre s'il vous plaît, Luc Ferry, et en direct nous avons aussi Danny Cohn-Bendit, puisque c'est les duels des idées. Merci beaucoup à Jérôme Jaffray et à Dominique Régnier. Je rappelle, et on va voir quelques images qui illustrent la gravité de ce qui se passe à Mayotte. On ne parle plus de dizaines de morts, on parle maintenant, c'est le préfet de Mayotte qui le dit, de centaines, voire même potentiellement de milliers de morts à Mayotte. Et tout à l'heure, on voyait l'image d'Emmanuel Macron raccompagnant le pape François. Il s'est entretenu avec lui à l'aéroport d'Ajaccio et il a fait part de sa pensée pour les habitants de Mayotte touchés par un cyclone meurtrier, promis d'agir. Je cite le président de la République: « Je veux avoir une pensée pour nos compatriotes à Mayotte qui ont subi ces dernières heures le plus terrible et qui, pour certains, ont tout perdu, ont perdu la vie. » Et vous voyez ici les images qui l'illustrent. Luc Ferry et Danny Cohn-Bendit, merci beaucoup d'être là. Un mot sur l'ampleur de cette stratégie qui est le premier événement qui s'impose et à Bruno Retailleau, puisqu'il est à l'intérieur, et au Premier ministre Bayrou. Mais j'ai rien à dire, moi je suis désolé, je suis pas spécialiste des événements de ce type. Alors, évidemment, je vais vous dire que je suis désolé pour ces malheureux, mais à part ça, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Voilà, il paraît que c'est pas arrivé depuis les années 30. Bon, et évidemment, quand on a ce type d'habitation, c'est une véritable catastrophe. Mais à part dire qu'on est consterné, désolé et qu'on pense à eux, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Danny Cohn-Bendit, sur l'importance, évidemment, quand on est là, on sort tout à coup de la tambouille. Enfin, c'est pas de la tambouille, mais des calculs politiques. Et pour François Bayrou et pour Bruno Retailleau, c'est une sorte d'épreuve du feu, mais c'est une manière aussi de montrer ce qu'ils valent d'emblée. Ah. Oui, mais d'un côté, Luc a raison. Hein, c'est effroyable. C'est effroyable, c'est effroyable. Si on veut discuter à fond, et c'est peut-être pas le moment, c'est pas la première catastrophe climatique cette année. Est-ce que, enfin, si vous voulez, il y a deux grandes dettes en France. Il y a la dette dont vous avez parlé et il y a la dette écologique. Il y a aujourd'hui le réchauffement climatique, ça peut donner cela. Et c'était en Espagne, on l'a vu, il y avait les tempêtes en France, il y avait ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, vous avez aujourd'hui une multiplication de ces horreurs. Et moi, ce qui me touche, mais c'est pas ce soir qu'on va le faire, c'est qu'on est incapable de prendre la dimension de ce que veut dire le réchauffement climatique et les conséquences, par exemple, de moments effroyables climatiques comme cela vient d'arriver à Mayotte. Voilà donc cette première épreuve, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, évidemment, les événements de Mayotte pour François Bayrou. Votre premier avis général sur François Bayrou. Donc dans les prochaines heures, ce sera ses premières rencontres décisives. Il va rencontrer les uns après les autres, les unes après les autres, les personnalités de la classe politique. Le RN qui viendra en premier, Marine Le Pen et Jordan Bardella, du fait de leur poids parlementaire. On l'apprenait, le service politique de LCI qui a l'information, LFI ne veut pas venir, elle a été conviée mais ne viendra pas. Premier regard simplement sur les chances de François Bayrou. Est-ce qu'il démarre ce mandat dans davantage de chances que n'en avait Michel Barnier ? Ça dépend ce qu'on appelle chance. Moi, je connais bien François depuis 40 ans, Bayrou, mais comment dire, Bayrou est quelqu'un d'extrêmement habile. Il faut quand même savoir qu'il a probablement la carrière la plus variée, la carrière politique la plus variée et la plus longue de France. Il a été député, il commence ses premiers postes, c'est en 82. Donc il a été député pendant je sais pas combien de temps, pendant 20 ans, il a été président de conseil général, il a été ministre 2 fois, il était haut commissaire, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin c'est un poste aussi équivalent à un poste de ministre. Bon, il a été maire, il a été président de parti, bon. Donc il a une carrière qui est absolument incroyable sur le plan politique. Donc il a une très grande expérience. Moi, ma thèse, elle est très simple, hein, le connaissant bien, c'est pas, bon, je veux pas être désagréable, mais c'est pas un grand réformateur. Bon, c'est pas ça, sa marque de fabrique. Bon, ce qui va le caractériser en revanche, c'est la capacité que n'a pas eu Barnier à éviter toutes les lignes rouges. Donc moi, je prends le pari qu'il restera jusqu'à la fin Premier ministre, parce qu'il évitera tous les pièges, que ce soit tendu par LFI ou que ce soit tendu par le Rassemblement national. Il évitera tous les pièges. Et là-dessus, il est formidable. Il est excellent pour ça. Ça aura un avantage considérable, c'est que ça stabilisera la situation politique. Et puis par ailleurs, il va pouvoir expédier les affaires courantes qui sont pas courantes, c'est-à-dire les aides aux agriculteurs, c'était très important, ça a sauté en même temps que le budget Barnier, ça il pourra le faire. Voilà. Et donc, mais pour le reste, je vais être très clair,
Quand vous n'avez pas dans le système actuel, le système électoral actuel, le système parlementaire actuel, quand vous n'avez pas la majorité absolue, que cette majorité soit donnée par le scrutin majoritaire, ou je préférerais qu'elle soit construite par le scrutin proportionnel, si vous n'avez pas de majorité absolue, dans l'état actuel du pays, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Oui, mais... Et ça, pour ne rien faire, Bayrou est champion du monde. Il faut quand même faire. Luc, il y a une chose qu'il doit faire, et la proportionnelle, tu vas me dire. Comment ? La proportionnelle. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Ben bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, j'avais défendu même cet été l'idée de Bayrou à Matignon, parce que je crois que fondamentalement, et d'ailleurs Jérôme Jaffray l'a expliqué encore il y a 10 minutes à l'antenne, l'introduction de la proportionnelle change complètement la dynamique politique et la culture politique. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas un grand réformateur, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il peut être l'homme qui trouve une majorité, parce que c'est une loi simple. C'est une loi simple d'introduire la proportionnelle. Et vous savez ce que ça fait ? S'il y a une loi, la proportionnelle, disons qu'elle est votée, et elle sera promulguée avril-mai. S'il y a une nouvelle loi électorale, pendant 1 an, il ne peut pas y avoir d'élection, puisqu'il faut au pays le temps de s'y habituer. Donc, si en mai, vous avez la proportionnelle, Bayrou restera jusqu'en mai, 1 an plus tard. Danny Cohn-Bendit, on va reparler de la proportionnelle, mais pardon, je vous pose la question pour aller palier par palier. Ce que vient de dire Luc Ferry, qui est assez intéressant. Luc Ferry dit souvent, attention l'économie, attention les finances, warning, le déficit, etc. Mais comme c'est un politique en même temps, il dit... Peut-être que ne rien faire ou pas faire grand-chose sera la meilleure solution pour durer. Mais il est nommé pour ça. Alors là-dessus, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous l'avez dit, mais Danny Cohn-Bendit, est-ce que vous partagez... Attendez, on peut vous poser des questions. Chacun son tour. Chacun son tour. Est-ce que vous partagez ce que vient de dire Luc Ferry, à savoir que peut-être que l'habileté précisément de M. Bayrou sera de ne rien faire ou d'en faire le moins possible. Il est très habile, oui. Alors, encore une fois, je viens de dire le contraire, puisque je crois qu'il est obligé de commencer à faire une réforme importante qui est la proportionnelle. Donc, je contredis ce que dit Luc. Il ne peut pas rien faire. Si aujourd'hui, François Bayrou ne cherche pas une majorité pour changer la loi électorale, eh bien, ça veut dire qu'il est inutile. C'est très simple, parce que son projet politique est, s'il réussit à changer la loi électorale, il aura la possibilité, parce que tout le monde aura compris, et là je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par Jérôme Jaffray, et d'ailleurs ce que vient d'insinuer Luc, il ne pourra pas ne rien faire, il devra s'attaquer à la dette. Et je crois je crois qu'il trouvera les moyens d'un accord. Le problème, ce n'est pas la relation entre François Bayrou et le président de la République. Le problème, est-ce qu'il est capable de construire une coalition qui lui donnerait une majorité pour trouver certaines solutions, par exemple aussi sur le problème du budget. Voilà, et moi je n'enterre pas la situation, je dis il en a la capacité. Est-ce qu'il va réussir ? Ça dépend aussi des forces politiques, ça dépend des socialistes. Moi je ne crois pas que François Bayrou échouant ou étant médiocre, ceux qui se présenteront à l'élection présidentielle auront du mal, et que plus c'est médiocre, et plus ça fera le beurre de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Non, mais on ne s'est pas compris du tout, puisque sur la proportionnelle, on est d'accord depuis, ça fait 7 ans qu'on radote la même chose tous les deux, donc c'est pas ça que là-dessus, évidemment. Vous êtes pour tous les deux. Mais évidemment. Et François Bayrou aussi. Mais bien sûr. Et Marine Le Pen. Est-ce que ce sera un premier axe d'entente, en tout cas tacite, avec Marine Le Pen? Est-ce que ça peut être une sorte d'accord avec Marine Le Pen? Quand je parle de réforme courageuse, je parle pas de celle-là, puisque celle-là, tout le monde est d'accord. Donc c'est le seul sujet sur lequel il aura la majorité.
Évidemment. Donc c'est pas de ça que je parle. Je parle des finances publiques, du budget, de l'économie, voilà. Et donc là, on a besoin de réformes qui sont, entre guillemets, courageuses. Et ce que j'appelle les réformes courageuses, c'est des réformes qui demandent la majorité absolue, parce que sinon il sera boulé. Donc je dis très clairement, Bayrou peut parfaitement aller sur la proportionnelle, ça c'est très possible. Après, toute la discussion, ça sera quelle proportionnelle, mais pourquoi pas? C'est un vrai débat. Donc ça peut lui donner l'image du réformateur, en effet, mais en vérité, c'est de la réforme à bon marché, si je puis dire, parce que c'est consensuel. Tout le monde est d'accord, à part les LR. Bon, donc la majorité de l'Assemblée est d'accord. Maintenant, sur les questions budgétaires et économiques, là, ça demande une majorité absolue, parce que ça demande du courage. Donc, distinguons les deux choses. Maintenant, sur la question de la proportionnelle, bon, un jour, on fera peut-être une émission entière dessus, parce que ça vaut la peine, parce qu'il y a plein de sortes de proportionnelles. Il y en a qui peuvent nous ramener à la 4e République. Il y en a qui peuvent nous en sortir, qui nous obligent à construire des vraies majorités. Moi, je suis évidemment pour la deuxième solution, mais ça suppose un vrai travail intelligent, parce qu'il faut faire tourner les modèles. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'étais, Dieu sait que je suis en désaccord avec Barnier à peu près sur tout. Bon. Mais sur une chose, j'étais d'accord avec lui, c'était de nommer Pascal Perrineau, qui est un excellent politologue, comme nos amis d'ailleurs. Moi, je les mettrais ensemble, si je puis dire, pour nous dire quel type de proportionnel permettrait d'arriver, sans rentrer dans le système allemand qui est très difficile à imiter en France, quel type de proportionnel nous permettrait d'arriver à des majorités construites. Voilà. Mais je dis très clairement, pardon pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec Dany, sur la proportionnelle, on est 100% d'accord. En revanche, sur les réformes qui touchent à l'économie, au budget, non, là, il faut une majorité absolue, sinon c'est pas possible. Comment François Bayrou va-t-il composer? Oui, Dany. Attends, oui, mais il a, ce que j'ai entendu, ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il veut un plan sur une dizaine d'années pour amener la France à réduire à moins de 3% ou 2%, je ne me rappelle plus, la dette. C'est-à-dire que, c'est ce que tu avais dit, il faut, ça se fait pas. Le problème, c'est pas simplement le budget 2025. Le problème, c'est quelle est la trajectoire pour les 6, 7, 8, 9, 10 prochaines années. S'il arrive à formuler un tel projet, je crois qu'il peut s'en sortir aussi avec le budget de 2025. Parce que il y a les forces politiques, et ça, c'est vrai que ça dépend, par exemple, des socialistes, ça dépend aussi des républicains. Ils ont intérêt, parce qu'ils veulent tous être président de la République au plus tard en 2027, ils ont tous intérêt à ce qu'il y ait une amélioration de la situation. Non. Je répète encore, si les choses se dégradent encore plus, c'est Marine Le Pen et Mélenchon qui s'opposeront au deuxième tour, et c'est la victoire assurée de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous intérêt. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tous intérêt, Dany. Tu viens de dire toi-même, ce sera le deuxième tour. Luc. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tous intérêt. C'est 20 millions d'électeurs, Dany. Oui. Donc excuse-moi. Les socialistes, les républicains, mais c'est petit, les macronistes... c'est petit. Non, ça fait une majorité. Moi, si je te prends le premier parti de France, le premier parti de l'Assemblée nationale, c'est le RN, ils n'ont pas intérêt. Et la LFI n'a pas intérêt. Et il y a toute une partie des socialistes qui n'ont pas intérêt non plus, parce qu'ils sont quand même plus proches de LFI que des LR. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, évidemment, si Bayrou propose un projet à 10 ans, ce qui est évidemment ce qu'il faut faire, hein, mieux vaut proposer un projet à 10 ans, surtout quand on doit rester 3 ans, que de proposer un budget complètement débile comme celui de Barnier. Je suis désolé de le dire, mais il était calamiteux, son budget. Et donc, mieux vaut proposer, en effet, une vraie réforme à 10 ans, mais c'est là que je dis que c'est en faisant ça que Bayrou, 1, ne réformera pas, et 2, ne sera pas censuré. Vous voyez, c'est clair ce que je dis. Et donc, moi, il y a des gens qui m'écrivent en me disant, mais toi, tu connais bien Bayrou. En effet, je le connais depuis 40 ans. Bon. Et donc, tu le connais bien. Quel est son bilan? Voilà. Quel est le bilan de Bayrou, ministre de l'Éducation, ministre de la Justice, haut commissaire au machin truc, je sais pas quoi, député pendant 20 ans, président de région, maire, etc. Quel est son bilan? Je dis, il faut lui demander à lui, quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il considère? De quoi il est fier? Moi, on me demande aussi, évidemment, et toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais au ministère? C'est très simple. La loi sur les signes religieux à l'école, les dédoublements de cours préparatoires et l'illettrisme, le retour aux fondamentaux, la réforme du système de l'enseignement professionnel et la loi sur l'autonomie des universités. En 2 ans, j'ai fait ça. Bon, très bien, on peut dire c'est idiot ou c'est pas idiot, c'est bien, c'est pas bien. J'ai fait ça. Mais quel est le bilan de Bayrou avec 25 ans de députation, de présidence de conseils généraux, de ministres, et c'est là
là que je dis que c'est un homme extrêmement habile, qui connaît la vie politique, et il est habile à proportion du fait qu'il n'est pas réformateur. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Le cas Retailleau, j'aimerais vous entendre sur le cas Retailleau. Pour que dans le dosage de ce que sera le gouvernement. Regardez l'image, elle est tout à fait d'actualité. C'était tout à l'heure avec le pape François. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il est aussi ministre des Cultes, de fait, qui a offert un livre, je crois que c'est un livre de Peggy au pape François, chrétien, très assumé dans un pays où souvent, du fait de la laïcité, les gens tournent un peu autour du pot. Lui, très assumé. Il a eu des positions très nettes, y compris sur notre antenne, quand il disait l'immigration n'est pas une chance pour la France, ce genre de position qui fait qu'il est aimé ou pas aimé de manière extrêmement décidée aujourd'hui en France. D'abord, est-ce qu'il est une forme de figure imposée par les événements à François Bayrou? Moi, je pense que oui. Je pense que si François Bayrou ne garde pas Retailleau, alors là, franchement, il est mort, oui. Et en plus, François Bayrou est extrêmement croyant, lui aussi. C'est un lien qui est très fort aujourd'hui. Ils sont tous les deux très croyants, peut-être pas exactement de la même manière, parce que Retailleau, lui, il est anti-mariage gay. Bayrou, c'est compliqué, bon. Mais n'oubliez pas que, j'entendais un imbécile dire sur BFM que c'est Bayrou qui avait fait la loi sur le voile, mais c'est moi qui l'ai faite. Bayrou a voté contre. Enfin, il s'est abstenu, mais il était à fond contre. Parce que justement, il était croyant. Parce que l'Église était contre la loi sur les signes religieux. Et sur la fin de vie, je souligne, sur la fin de vie, par exemple, François Bayrou était très engagé. Mais je vous laisse continuer. Bien sûr. Pardon. Oui, mais moi, je crois que politiquement, c'est pas parce qu'il est croyant et que François Bayrou est croyant qu'il va garder. Il faut que, s'il veut garder les Républicains, le symbole des Républicains, c'est Retailleau. Donc, il est évident que politiquement, il va garder. Maintenant, il faut, d'après moi, mon idée, c'est qu'ils disent à Retailleau, ministre de l'Intérieur, sur l'immigration, occupe-toi des OQTS. Ça, c'est ton problème. Il faut que tu nous ramènes que les OQTS ne restent pas en France. Pour le reste, la ministre ou le ministre du Travail doit s'occuper des autorisations, des régulations en fontant des problèmes du marché du travail. Ce sont deux ministères différents qui doivent s'en occuper. Donc, l'Intérieur s'occupe, Retailleau, des OQTS, et sinon, il faut un ministre du Travail qui s'occupe du problème, donc qui fasse une réunion avec les syndicats et le patronat, comment régler aujourd'hui les problèmes de manque de force de travail et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'immigration. Il ne manque pas de force de travail, c'est qu'on ne les paye pas assez. Luc. D'accord. Sérieux, moi, je dis, on ne va pas recommencer. Ça ne suffit pas de les payer plus. C'est ta position. Elle est, je m'excuse, tu te trompes, mais tu as le droit, toi, même si tout ce que tu as fait à l'intérieur, à l'éducation était formidable. Sur l'immigration, tu peux te tromper aussi de temps en temps. C'est pas une question de se tromper, c'est que je suis contre. C'est une question de valeur. C'est pas une question d'erreur. C'est pas une question c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un choix que je récuse. Je suis absolument contre qu'on augmente encore l'immigration sous prétexte que les chefs d'entreprise français sont pas foutus de payer les ouvriers français. Voilà. Et donc je pense que c'est un scandale et que c'est aux chefs d'entreprise d'améliorer le bien-être en entreprise, le bien-être au travail, de réfléchir à la question de l'aménagement des horaires, à la question du télétravail, à la question des salaires, et que c'est scandaleux. L'un après l'autre. Finissez votre phrase. Attendez, Dany, je vous passe tout de suite la parole. Finissez votre phrase. Non, mais d'accord, je vais descendre, mais je pense que c'est pas normal de considérer que sous prétexte qu'on n'a pas un capitalisme qui est favorable aux ouvriers, on va faire venir des gens, des immigrés d'Afrique parce qu'on les paiera moins cher et qu'on pourra les traiter comme de la chair à canon. Je trouve ça scandaleux. Pardon, voilà. Dany. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ce que je pense. La force de travail qui aujourd'hui existe en France. J'ai pas dit de faire venir. J'ai dit, il existe en France, il y a 200 000 personnes qui travaillent en France aujourd'hui qui ne sont pas régularisées. Il y a 150 000 personnes qui sont... Comment ? Ils sont en situation illégale alors ? Non, si. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils travaillent et le patron savent. Et donc je dis ça, c'est un problème que le ministère du Travail doit régler. Bon, c'est tout. Et... le problème, c'est pas de demander, mais aujourd'hui, il faut régulariser ceux qui travaillent en France, parce que du jour au lendemain, ils ne peuvent pas être remplacés. Voilà ma position
que le patronat doit mieux payer les salariés, qu'ils soient immigrés ou français, c'est évident. Et que toi, tu dois mieux payer ta femme de ménage, c'est évident. C'est évident. Tout le monde doit mieux payer. Mais de grâce, aujourd'hui, ne confondons pas. Je ne demande pas qu'on ouvre les vannes, je demande pour l'instant qu'on régularise ceux qui, en France, travaillent. Ça ouvrira les vannes. Mais non, c'est une vanne que tu viens de faire. Mais non, c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Enfin, c'est dingue. C'est ta vérité. Tu sois du côté du capitalisme le plus réactionnaire me sidère. Voilà. Mais bon, chacun. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. On va pas s'engueuler. Mais c'est quand même dingue qu'on ne demande pas aux chefs d'entreprise de faire un effort pour les ouvriers français. C'est pas la peine de me traiter de réactionnaire. C'est toi qui es réactionnaire parce que tu comprends pas. Mais c'est pas grave. Tu as le droit de te tromper. Je te jure, tu es toujours aussi sympa, même quand tu te trompes. Avançons sur la question de la survie de ce gouvernement de François Bayrou. Est-ce qu'il est mieux armé pour éviter le conflit avec le RN qui a fait tomber Michel Barnier? Pourquoi, très exactement? Quand on rappelle, on ne va pas le refaire en détail ici, mais il avait donné le parrainage à Marine Le Pen en 2022. Elle a dit, le jour venu, il faudra s'en souvenir. Bien sûr. Est-ce qu'il y a comme ça, la liste est longue, il y a un moment donné où il est face à un député RN, il dit je ne sais pas si ça s'appelle l'extrême droite. Beaucoup ont considéré qu'au fond Michel Barnier est un de ceux, tradition centriste aussi, qui ont été le plus indulgents pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a là une forme de capital sur lequel il peut compter? Mais c'est une évidence. D'abord, il a adoubé Marine Le Pen, mais il a eu raison de le faire. C'était une question de démocratie. Il n'y avait aucune raison pour que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Après qu'on la déteste, qu'on vote contre elle, qu'on critique tout ce que vous voulez. Mais il serait absurde que le premier parti de France ne puisse pas être représenté dans une élection. Ça n'a pas de sens. Bon, en termes de démocratie, c'est impossible. Ou comme le disait d'ailleurs Dominique Régnier tout à l'heure, ou alors interdisez le Rassemblement national. Mais c'est pas possible. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, je pense surtout, j'y reviens, c'est que Michel Barnier n'a pas compris il le regrette aujourd'hui manifestement. Il n'a pas compris où étaient les lignes rouges. En fait, s'il avait négocié un tout petit peu encore, il aurait pu rester là. Alors, en revanche, je ne veux pas y insister trop, mais Bayrou, c'est la quintessence de l'habileté politique. Jamais il aurait été dégagé par le Rassemblement national dans la situation où était Barnier. Il aurait discuté juste sur autre chose, mais il aurait réussi. C'est ça la politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut un peu clarifier. Luc a raison sur une chose, c'est une position fondamentale de François Bayrou d'avoir adoubé Marine Le Pen. Non pas, il n'a pas adoubé Marine Le Pen, il a dit démocratiquement, c'est indéfendable si elle ne peut pas se présenter. Oui. Donc voilà, c'est sa position, et je crois que si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas les signatures, il aurait adoubé Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas pour Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas pour Marine Le Pen, mais il dit, dans une démocratie telle qu'elle est la cinquième, il est inadmissible que ces personnes n'aient pas les 500 signatures. Mais pardon, voilà, Danny Cohn-Bendit, c'est pas un acte si évident que ça. D'autres ne l'ont pas fait. Vous-même, est-ce que vous auriez signé... Pardon, attendez. Non. Oui, je sais. Mais je dois vous poser une question. Moi, je n'ai pas besoin de parler d'autres. Est-ce que vous-même, vous auriez signé un parrainage si vous aviez été en position de le faire, de la même façon en disant, je suis pas d'accord avec elle, mais il faut qu'elle puisse concourir, elle est représentative, etc. Absolument. La phrase de Voltaire, voilà. Absolument. Je lui rentrerai dans la gueule en disant c'est impossible, c'est un drame pour la France, mais ça ne se règle pas comme ça. Et c'est la même chose pour Mélenchon. S'il n'a pas les signatures, évidemment. Alors moi, c'est facile parce que j'étais député européen, on n'avait pas le droit de signer. Hein. Bon, donc, vous pouvez me dire, ça coûte rien, hein, ça mange pas de pain ce que tu dis. Mais non, c'est ma position. Danny Cohn-Bendit, regardez cette autre déclaration. Là, c'était beaucoup plus récent. C'est dans l'affaire des assistants parlementaires, où on peut dire dans la classe politique, on ne s'est pas précipité pour venir au secours de Marine Le Pen. François Bayrou, oui, enfin, au secours, c'est beaucoup dire, mais enfin, il a été très indulgent à son égard. Lui-même avait été évidemment visé par une affaire comparable, pas tout à fait la même, mais comparable à certains égards. Quand il dit, je pense que dans la situation qui serait ainsi faite, il parle du réquisitoire contre Marine Le Pen, un certain nombre de citoyens considéraient qu'il y a quelque chose qui biaise la vie démocratique. Bien sûr. Là aussi, il a été apprécié de la part du RN. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je suis très heureux. C'est la même chose. Je crois que vous avez fait une erreur tout à l'heure, et c'est d'ailleurs, je crois que c'est Jérôme Jaffray qui vous a un peu corrigé.
l'a corrigé dans la pensée. Il a dit François Bayrou est un homme qui a des convictions. Et une de ses convictions, c'est qu'on n'a pas le droit, par des petits trucs, détourner la démocratie. Et il a jugé le réquisitoire comme une possibilité de détourner la démocratie, d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Et il dit, c'est indéfendable. Voilà sa position. Et maintenant, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Voilà. Et maintenant, est-ce que le Rassemblement national sera plus indépendant? Non, mais attendez, Danny Cohn-Bendit, pardon de vous interrompre. Non, ça n'est pas si évident ça. Je vous rappelle quand même l'autre tradition gaulliste, Chirac, qui tout en ayant lui-même des propos sur le bruit et les odeurs des familles immigrées, parfois était lui-même ouvertement xénophobe, mais qui, en revanche, disait jamais ne composer avec l'extrême droite. Il y a l'autre tradition gaulliste qui considérait que c'est infréquentable, qu'on ne traite pas avec le RN, etc. Chacun est libre de son opinion, mais c'est pas si évident que ça, les positions de François Bayrou. Non, mais là, je rejoins totalement. Mais attendez. D'abord, deux choses. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, que c'est d'ailleurs Olivier Duhamel, qu'un député européen pouvait parrainer. Le problème qu'à l'époque, j'étais allemand simplement, étant qu'allemand, je pouvais pas parrainer. Donc, je corrige ce que j'ai dit. C'est pas parce que j'étais simplement député européen, mais parce que je n'étais pas français. Donc, je ne pouvais pas parrainer. Mais autre chose, encore une fois, on doit, et je m'oppose totalement au Rassemblement national. Et aujourd'hui, je m'oppose totalement à la France insoumise. Je crois que c'est deux forces politiques, et on l'a vu dans ce qu'ils défendaient, par exemple, sur le budget. On a vu, si ces deux forces-là ont la majorité en France, la France va s'enfoncer encore plus dans une crise incroyable. Voilà la vérité. Donc, à partir de là, maintenant, je crois que en partant des Républicains et en allant jusqu'aux socialistes, il y a une possibilité de trouver une majorité pour éviter que la France s'effondre et devienne d'une telle instabilité. Un deuxième vote qui obligerait François Bayrou à démissionner serait catastrophique pour la France, parce qu'il y aura, si un deuxième vote, il n'y a pas d'autre possibilité. Et s'ils font ça jusqu'à l'été, après vous arrivez à une deuxième dissolution donc en septembre, et donc que tout le monde y pense. Une deuxième dissolution en septembre amènera à ce que Macron devra démissionner, et ça veut dire une victoire de Marine Le Pen. Donc tous ceux qui aujourd'hui jouent la stratégie du pire, ne veulent pas trouver un gouvernement de coalition sur 5 points importants, eh bien font le jeu aujourd'hui de Marine Le Pen, parce que la gauche est trop faible, et Mélenchon encore plus, pour contrer Marine Le Pen. Bon, moi je pense que cette coalition, je la souhaiterais aussi évidemment, mais elle est à mes yeux évidemment introuvable. Il faut quand même rappeler ce que c'est que le NFP. Ça veut dire que ces gens se sont rendus, ils se sont couchés devant Mélenchon. Il faut quand même dire les choses. Bon. Deuxièmement, ils peuvent découcher. Je dirais que je ne mettrai jamais. Je ne mettrai jamais. Oui, vas-y, mon camarade, vas-y. Non, j'ai simplement dit ils peuvent découcher aussi. Non, c'est trop tard. Non, les zigzags, les zigzags, ça suffit, non. Et en plus, je n'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc, ça n'arrivera pas. Faites le calcul. On n'arrivera pas à une majorité absolue. Donc, je n'y crois pas. Et donc, c'est pour ça que je dis que Bayrou est l'homme de la situation, parce que pour ne rien faire, il est champion du monde. Et c'est ce qu'il faut si on veut garder la stabilité. Je le dis sans rigoler. Si on veut garder la stabilité politique, il faut ne rien faire pendant 3 ans, sauf les petites choses consensuelles ou les grandes choses consensuelles comme la proportionnelle. J'y reviens pas. Donc je pense que cette coalition n'est pas possible et qu'elle n'existera pas. Deuxièmement, je ne mettrai jamais les gens de LFI qui considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance et que Israël doit disparaître. Il y en a qui le disent, Dany, avec le Rassemblement national qui défend Israël. Je citerai toujours la formule de mon camarade Finkielkraut, je dirais pas ami parce que je sais jamais qui est un ami qui n'en est pas un, mais en tout cas on se connaît depuis 50 ans, et donc qui a dit, la mort dans l'âme, je voterai Rassemblement national pour faire barrage à l'antisémitisme. Tu as à la LFI des gens qui veulent la disparition d'Israël, c'est pas le cas.
dans les leaders du RN. Donc je ne peux pas mettre ces gens-là sur le même plan. Voilà. Donc si je devais choisir de faire barrage, contrairement à ton ami Glucksmann, je ferais barrage d'abord à LFI et ensuite, le cas échéant, au Rassemblement national. Oui, mais tu fais ce que tu veux et tu es un homme libre et tu feras de ta voix et de ta politique ce que tu veux. Ce que tu viens de prouver que la stratégie de LFI, la stratégie de la gauche, qui est d'aller d'en plus vers le chaos, de chaotiser la politique, ça fait que des gens comme Luc Ferry, parce que ça sera l'opposition Mélenchon, Marine Le Pen, eh bien, voteront et pousseront à voter Marine Le Pen. Donc, si la gauche réformiste, si les écologistes réfléchissent 5 minutes, est-ce qu'ils veulent continuer dans cette dynamique et pousser les Luc Ferry de ce monde, des gens très intelligents, Alain Finkielkraut, et toute une partie de la droite intelligente, de voter Marine Le Pen, parce que le choix, ça sera entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà la situation suicidaire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas vrai. Si tu prends les voix à l'Assemblée des Républicains, les voix des socialistes, donc de tous les macronistes, toutes les trois forces, plus les socialistes et les Verts, ils ont une majorité parce que LFI, ça fait 77 voix, plus Marine Le Pen, 125 ou 126 députés, ça ne fait que 200. Ils n'ont pas 280. Voilà, c'est la vérité. Et que si ces forces centrales n'y arrivent pas, eh bien, ils veulent Marine Le Pen. Voilà ce que je prétends. Je pense, on verra. Seul l'avenir pourra nous départager, mais je suis pas hostile à ce que tu dis. Je dis simplement que ça n'arrivera pas. C'est pas une hostilité à ce projet de coalition. Je serai pour, mais ça n'arrivera pas. Mais tu mets dedans les écologistes. Les écologistes ne s'associeront jamais avec les LR. Enfin, c'est pas vrai. Jamais avec Bayrou. Ils veulent pas le voir en plus. Donc non, je crois pas. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Le seul bénéfice de cette histoire Bayrou, c'est encore une fois que s'il est assez habile pour ne pas franchir les lignes rouges des uns et les autres, autrement dit, s'il ne fait des réformes que celles qui sont consensuelles, et à mon avis c'est ce qu'il fera, la stabilité politique rassurera un petit peu les chefs d'entreprise, les marchés financiers, les agences de notation, voilà. C'est ça qui va se passer. Et moi je parie que c'est ça qui... Pour ça, quand je dis il est champion du monde pour ne rien faire, c'est pas une vacherie que je suis en train de dire contre Bayrou. Un peu quand même, à moitié. Oui, mais non, mais dans la situation actuelle, c'est ce qu'il faut. Dans la situation actuelle où il n'y a pas de majorité absolue, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Parce que, ou alors cette coalition, mais qui n'existera pas. Dany rêve, ça n'existera pas. Et je le dis évidemment que c'est pas sympathique ce que je dis pour Bayrou, mais en même temps, dans la situation actuelle, l'urgence, et d'ailleurs Dany l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas avoir à nouveau une censure qui déstabilise complètement la France aux yeux du monde entier et du reste, bon, soyons clairs, tous ces malheureux qui se précipitent à la soupe pour être dans un gouvernement. Tout à l'heure, Jérôme Jaffray a quand même dit quelque chose de grandiose. Lui qui est quand même plutôt excentriste et plutôt sympathique avec Macron. Il a dit quand même toutes les âneries qu'a faites Macron, elles mériteraient d'être insérées dans un manuel de sciences politiques pour les étudiants. On n'a jamais vu ça. Autant d'imbécilité pendant 7 ans. Avec un système avec 1000 milliards d'euros de dette, avec comme le disait aussi Dominique, un moment où, les intérêts de la dette vont bientôt égaler ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Enfin, on est malade. Oui, mais Luc, et avec un type qui prétendait être entreprise. Oui, Dany Cohn-Bendit. Oui, d'accord. Là, je suis d'accord. Je signe toutes les... Depuis, le pire, ça a été la dissolution, etc. Donc ça, je le comprends. Je le comprends que la responsabilité de Macron est évidente. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui ne fonctionne plus, pour le dire comme ça, c'est la Ve République. Oui. Dans une démocratie un peu normale, qu'est-ce qui se passe? Macron aurait dû dire, écoutez, je vais nommer Premier ministre la personne qui vient, qui dit, voilà ma majorité. Donc au Parlement, de trouver une majorité, que ça soit une majorité avec l'extrême droite, s'ils y arrivent, avec la gauche, mais... Voilà, c'est à vous, au Parlement, non pas l'erreur du nouveau Front populaire, c'est de dire on a gagné parce qu'on est les plus forts. Ça ne suffit pas. Le nouveau Front populaire aurait dû dire voilà notre candidat ou notre candidate, et voilà la majorité. Cette candidate est soutenue par
par exemple, tous ceux qui ont fait barrage à Marine Le Pen, le Front républicain. Bon, voilà. Et donc, aujourd'hui, on laisse au président de la République le choix, et c'est évident, vous l'avez dit tout à l'heure, 51 jours pour trouver Michel Barnier. Mais que Michel Barnier, il aurait pu le nommer 2 heures après le résultat des législatives. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est fou. On est dans un système où la Ve République ne fonctionne plus et que tous ceux maintenant qui veulent faire de la politique ne rêvent que de continuer la Ve République en prenant la place de Macron. Et donc, eux-mêmes iront dans le mur. La Ve République et l'élection présidentielle, ça rend fou ou folle. C'est fou. Ça rend fou ou folle. Un mot là-dessus. C'est ça le drame. Oui. Et si on ne casse pas ça, la France, eh bien, ne se guérira pas de cette maladie. Mais Dany a 1000% raison. On est dans une monarchie républicaine qui est devenue complètement absurde quand on pense que le président de la République dispose de 3000 postes, que ça peut aller du directeur de Sciences Po à celui de l'Opéra de Paris ou des trucs comme ça. Enfin, c'est délirant. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, il faut absolument qu'on sorte de ce système monarchique qui, dans un monde aussi compliqué que celui dans lequel on vit aujourd'hui, n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Donc, et là, ce qu'évoque Dany, c'est la censure positive. C'est ce qui existe en Espagne, c'est ce qui existe évidemment en Allemagne. C'est ce modèle-là qu'il faut absolument imité en France. Alors, Luc Ferry. Après, avec quel proportionnel, on peut en débattre, mais moi je pense que ça vaut le coup. Mais il faut cette censure positive, ça n'a pas de sens. Luc Ferry, vous parlez des pays européens, la comparaison européenne, la poussée des droites nationalistes en Europe. Oui. On en a l'illustration aujourd'hui avec Madame Meloni en Italie, qui non seulement estime être quelque chose pour son pays de très important, c'est un phénomène politique dans son pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Elle reçoit notamment Viktor Orban, mais beaucoup d'autres. C'est le cas aussi de Marion Maréchal, c'est le cas de beaucoup d'autres dans une manifestation importante aujourd'hui. Elle a tissé un lien très important aussi avec Elon Musk. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Écoutez cette archive 2022. Elle parle en français, elle parle assez bien français. Et elle dit en substance, moi on m'a présenté comme une fasciste dangereuse, etc. Vous allez voir, vous serez démentis. Ceux qui disent ça, vous serez démentis. Alors a-t-elle tort ou raison, vous pouvez en parler, mais écoutez comment ça résonne aujourd'hui. Je suis décrite comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche. Alors, on ne va pas débattre ici du détail italien, mais est-ce que cette partie-là du spectre européen est en train de mener un combat qu'ils estiment gagner, c'est-à-dire de renverser en quelque sorte la majorité européenne quand on voit Orban, quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays du Nord, avec l'Italie en quelque sorte en porte-drapeau. Mais alors justement, Meloni, elle a reçu beaucoup de gens, pas simplement, là vous la montrez avec des gens d'extrême droite, mais là on la voit justement avec la patronne, si je puis dire, de l'UE. Elle est aussi, il faut rappeler, elle est pro-ukrainienne et anti-russe, ce qui n'est pas du tout le cas d'Orban, et elle est très proche de von der Leyen. Ouais, donc c'est pas simplement, et regardez-la avec Zelensky, bon, donc c'est pas simplement, elle a pas simplement reçu l'extrême droite européenne, et d'une certaine manière, elle a évidemment réussi énormément de choses au moment où, alors ça c'est vrai que c'est quand même un tic de gauche, on l'a traitée de fasciste, elle est pas du tout fasciste, elle est absolument pas fasciste, elle est moins à droite que le RPR des années 70, et en plus elle est pro-européenne, elle est pro-Zelensky, elle est pro-Ukraine, elle est anti-russe. Dany Cohn-Bendit, pro-européenne, est-ce qu'elle est en train de réussir un pari qui est d'une autre Europe? C'est pas l'Europe de Madame von der Leyen, en tout cas pas telle qu'elle l'a conçue. Attendez. Alors, le pari sur une autre Europe, elle n'a pas la majorité aujourd'hui au Parlement européen. Et la majorité qui a élu Madame von der Leyen, contre la voix, même, je ne sais pas si le parti de Madame Meloni a voté à la fin pour la Commission. C'est pas clair, mais tous les autres ont voté contre la Commission. Donc, c'est pas ça. Là où, disons, la question touche quelque chose de vrai, c'est que Meloni est intelligente et elle a compris que l'Italie a besoin de l'Union européenne, que l'Italie a besoin de l'euro,
que sortir de l'euro, ça serait une catastrophe totale pour l'Italie. Sortir du financement européen serait une catastrophe. En même temps, elle a une politique familiale, elle a une politique culturelle qui est très autoritaire en Italie. Alors c'est un peu, si vous voulez, d'abord c'est une réalité quand on voit aux élections, c'est la victoire de Trump, c'est la montée de l'extrême droite. Bon, l'extrême droite allemande c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent sortir de l'euro, sortir de l'Europe, etc. Et ça, Madame Meloni, pas question. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, il n'y a pas une alternative d'extrême droite qui peut être majoritaire au Parlement européen. Ce qui existe, c'est que la droite traditionnelle, c'est-à-dire M. Weber, la CDU-CSU, le Parti populaire européen, peut, avec l'extrême droite, avoir une majorité. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et la tentation de la droite, disons, du Parti populaire européen, la tentation de voter avec l'extrême droite contre des propositions de la gauche et du centre, cette volonté-là existe. Et donc, il faut tenir compte que oui, l'extrême droite, et Madame Le Pen en est sur la démonstration, ils ne sont pas toujours débiles. Ils font de la politique intelligemment, beaucoup plus intelligemment que, par exemple, la France insoumise. Et que si la gauche continue à coller à la France insoumise, eh bien, ils font le jeu de Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement national, évidemment, cette dame italienne est un modèle. Et du reste, Marine Le Pen a parfaitement compris, elle aussi, qu'il fallait sortir ni de l'euro, ni de l'Union européenne. C'est pas très difficile à comprendre, parce que si on sortait de l'Union européenne, on aurait des taux d'intérêt qui exploseraient, mais qui seraient simplement ingérables. On pourrait pas l'assumer. Bon, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne sont complètement cinglés aujourd'hui, parce qu'on le paierait incroyablement cher. Donc, évidemment que Marine Le Pen l'a compris, et moi je pense que en effet, c'est très différent de l'AfD. L'AfD, c'est vraiment des fachos pour le coup. Tandis que là, c'est pas le cas. Encore une fois, c'est une droite, au fond, c'est Retailleau, si vous voulez, voilà. Madame Meloni et Retailleau sont en gros c'est-à-dire, ils sont très conservateurs sur le plan sociétal, sur les questions de mariage gay, avortement, etc. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et sur le problème culturel. Beaucoup plus que Marine Le Pen, entre parenthèses. Parce que Marine Le Pen a toujours, par exemple, défendu la loi Veil. Très important. Elle a toujours défendu la loi Veil. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a dans ces droites souverainistes, nationalistes européennes, il y a des grandes divergences. Mais néanmoins, sur la question européenne, Madame Meloni est évidemment un modèle. Et je pense que Marine Le Pen a évidemment eu raison de dire on sortira ni de l'Union européenne ni de l'euro. Bon, voilà. En revanche, Madame Meloni, comme Retailleau, elle est, j'y insiste parce que c'est très important, comme Trump, comme aux États-Unis, très, je dirais même réactionnaire sur les questions de société, notamment sur les questions avortement, mariage gay, etc. Oui. Ce n'est pas le cas de Marine Le Pen, pas du tout. Sauf que, Luc, sans vouloir te piquer, sauf que sur le problème de la régulation des travailleurs, des sans-papiers en Italie. Oui, elle a cédé au chef d'entreprise, oui. Absolument. Elle régularise d'une manière incroyable. Bien sûr, c'est pour ça. Je voulais juste le dire pour qu'on sache que si Marine Le Pen, côté, tu oublies l'autre côté, elle a arrêté l'immigration illégale à 65%. Il y a les deux. Exact. Quand on aura fait ça, c'est pour ça que je dis, Retailleau, occupe-toi des OQTF et laisse la ministre du Travail s'occuper des problèmes du travail. Luc Ferry et Danny Cohn-Bendit, puisqu'on parle des événements à l'étranger, ce qui se passe en Syrie et les effets potentiels jusqu'en France avec le danger djihadiste, mais aussi la reconnaissance de ce nouveau pouvoir à Damas. Israël, à l'instant, c'est tombé il y a quelques secondes, déclaration de Benjamin Netanyahou, n'a aucun intérêt à se confronter actuellement avec la Syrie. La France aussi est en train de préciser sa position. C'est monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, démissionnaire. Une mission diplomatique française se rendra en Syrie mardi pour établir des premiers contacts avec ce nouveau pouvoir, avec Joulani. J'aimerais vous entendre là-dessus. On rappelle que Joulani, c'est un djihadiste, un islamiste, sur lequel se portent deux regards, disons, opposés, ou en tout cas très différents. Ceux qui disent « il a changé, il faut laisser sa chance », etc. Ceux qui disent « non, c'est dangereux ». Notamment l'assassin de Samuel Paty a dit qu'il s'était inspiré de son mouvement islamiste. En réalité, il y a un risque de contre-coup jusqu'en Europe. Quel est votre avis là-dessus ? Luc Ferry d'abord.
On l'a déjà dit. Là, moi, je crois pas un millième de seconde à la possibilité que c'est à quelqu'un qui est frère musulman, qui vient de Daesh, qui vient d'Al-Qaïda, qui a demandé dans sa région que les femmes ne sortent jamais sans leur voile, etc. Bon, moi, j'attends de voir, c'est tout. Encore une fois, qu'on soit ravi de voir tomber Bachar el-Assad, moi, je suis le premier. C'était immonde ce qu'il a fait, donc on peut pas ne pas applaudir. Mais il faut, voilà, ne soyons pas naïfs. Cet homme est un islamiste fanatique. Son mouvement, d'ailleurs, est considéré comme un mouvement terroriste par les États-Unis. Lui-même, sa tête est mise à prix aux États-Unis. En tout cas, il est recherché aux États-Unis comme un islamiste, un terroriste. 10 millions, voilà. Millions de dollars. Millions de dollars. Donc voilà, je pense que il faut arrêter de croire. Alors, en plus, il a toujours menti. Ce sont des gens, ce sont des menteurs professionnels. Donc attendons de voir, évidemment, et que les chancelleries prennent contact avec le nouveau pouvoir en Syrie, c'est absolument normal. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais arrêtons de croire que les islamistes les plus fanatiques vont devenir des démocrates. C'est pas vrai. Dany. Bon, moi, je suis non-croyant, donc je ne crois pas. Et je comprends la position de Luc. Moi, ce que je voudrais, par exemple, c'est que l'Union européenne, Madame von der Leyen, eh bien, propose pour la reconstruction de la Syrie aujourd'hui un plan de 5 ou 10 milliards avec un contrat. On vous donne de l'argent pour reconstruire si vous mettez une constitution où le respect des droits des femmes, le respect des droits donc des êtres humains, des femmes et des hommes, le respect de la démocratie, l'organisation donc c'est donnant-donnant. Vous faites cette nouvelle constitution, on vous aide. Et de pousser donc ce qui est en train peut-être de se passer en Syrie, de pousser que ça aille dans la bonne direction. C'est tout. Maintenant, peut-être que vous avez tous raison et qu'il nous enverra perpétrer. Je précise quand même qu'Israël a bombardé maintenant pendant une semaine des sites militaires et surtout les sites où était produit le gaz qui avait été utilisé par Bachar el-Assad. Mais qu'aujourd'hui, jamais le nouveau pouvoir n'a attaqué verbalement et dit Israël ne doit disparaître. Au contraire, il a dit je ne veux pas de conflit avec Israël parce que derrière il y a les Émirats, derrière il y a l'Arabie Saoudite qui disent on ne pourra te soutenir si tu rentres dans ce que nous sommes en train de faire avec Israël. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si il joue, il est en train de mentir ou c'est effectivement il a compris à un moment que tout son passé était une erreur fondamentale. Que Luc dit « je n'y crois pas », c'est un croyant, il a le droit de ne pas y croire. Moi, je vous dis, je ne suis pas croyant, je demande à voir. Faisons comme si on arriverait mais pardon, Dany Cohn-Bendit, comment expliquer qu'on ait baissé à ce point nos exigences ? On se rappelle quand même, pendant le printemps arabe, on espérait des mouvements démocratiques. On espérait de vrais mouvements démocratiques. Et là, comment expliquer que notamment sur les plateaux de télévision, on entend des experts qui ont l'air de dire « Ah, c'est déjà pas mal. Il interdit les signes religieux. » Pardon. Il a persécuté les chrétiens. La question est une ineptie. Je finis ma question. Je n'ai pas baisé, mais on ne baisse pas. Il a persécuté les chrétiens. Il a mis les femmes dans des conditions épouvantables de droits humains. Voilà, c'est ce personnage-là. Mais de fait, on peut peut-être écouter cette archive où il parle de la charia. Il y a des mots extrêmement durs en disant c'est 2023, c'est pas il y a 15 ans, 2023, l'an passé, où il dit la charia, on va l'imposer par la douceur, mais si la douceur ne marche pas, ce sera par la force. Évidemment. Ok, Darius. Le ministère de l'Intérieur disposera d'une police des mœurs dirigée par des religieux et des mollahs. On dira aux gens d'obéir à la charia sans qu'on utilise des bâtons. Si nous agissons avec un bâton, tout en appelant à la charia, cela montre notre incapacité à passer son message, à le transmettre aux gens. L'islam est la vraie religion, et elle est déjà forte. Si quelqu'un s'oppose à l'islam avec une arme, l'islam aura recours aux armes. Nous répondrons par la force à ceux qui tentent de nous empêcher d'appliquer la charia. C'est pour cette raison que le djihad est obligatoire. C'est pas en 1913. Voilà, nous répliquerons par la force. Et là, moi, je voudrais répondre à Dany parce que moi, je pense que les Kurdes, les chrétiens et les femmes sont en très très grand danger avec un type comme ça. Maintenant,
ce que Dany dit avec l'Union européenne, qui devrait... Voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire en Algérie au moment où le fils avait gagné les élections législatives au milieu des années 80. Parce que là, Dany, il y avait des partis démocratiques. Moi, je suis allé là-bas, j'ai rencontré Haït Ahmed, j'ai rencontré Saïd Saadi, et c'est le RCD, ces partis-là, c'est ceux-là qu'on aurait dû aider en Algérie à l'époque. On l'a pas fait. Mais s'il y avait l'équivalent en Syrie, oui, très bien, mais là, c'est pas le cas. Si tu mets 10 milliards d'euros pour aider un type comme ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Attends, encore une fois, il faut quand même que vous acceptiez que j'ai dit je mets pas 10 milliards. On fait un contrat. Et le premier milliard ne sera que, par exemple, il y ait un décret, voilà la liberté pour les femmes. Et sinon, pas de milliards. Mais on verra. Et pourquoi ? Quel est le problème ? On est quand même des hypocrites incroyables. Alors, tout ce que vous dites sur ce type, c'est vrai. Et l'Arabie Saoudite, c'est quoi ? C'est une démocratie islamique formidable. Hein ? Mais ça revient à ça. Est-ce qu'au fond, on a baissé nos prétentions ? Est-ce qu'on a baissé nos prétentions ? Tellement désabusé dans ce qui se passe dans le monde arabe qu'au fond, on se dit, si c'est comme l'Arabie Saoudite, c'est déjà pas mal. Non, je n'ai pas, mais encore une fois, vous me tapez sur les nerfs, je n'ai pas dit c'est pas mal, je dis il faut faire de la politique. Il faut essayer de les pousser qu'ils aillent dans une autre direction. Et ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont gagné contre la Russie et contre l'Iran, les seuls qui peuvent leur donner de l'argent, c'est l'Europe et les Américains. Donc il faut essayer de les pousser pour que ça soit donnant-donnant. Peut-être que ça ne réussira pas. Sinon, eh bien, monsieur Darius, vous augmentez, vous allez dire on ne veut pas discuter avec eux, et qu'est-ce que vous faites de la Syrie ? Vous bombardez, vous allez l'occuper, vous envoyez l'OTAN, ou non, quoi ? on soutient les partis démocratiques, on soutient les Kurdes, absolument. On soutient les femmes. Et les Kurdes demandent Moi, j'aimerais que nos féministes se mobilisent là-dessus un peu plus que sur tel ou tel acteur qui a fait une bêtise. Votre regard sur cette image, s'il vous plaît. Votre regard sur cette image, c'est l'image du départ du pape François de Corse. C'est un mot chacun, puisque le pape François qui n'est pas venu à Notre-Dame, et chacun reste dans son rôle. On voit à quel point Emmanuel Macron, qui embrasse le Saint-Père, les uns ont trouvé ça très beau, très touchant, les autres trouvent que c'est trop familier. Voilà, chacun est libre évidemment de son regard là-dessus, comme surtout. Je suis désolé, je trouve ça immonde, voilà. Parce que cet homme, mais non, non pas le pape, mais c'est ce besoin qu'a Emmanuel Macron de se foutre sur la photo et de faire comme si c'était son meilleur ami. Il est chef de l'État, il est président élu. Pourquoi ? Mais alors, écoutez, c'est de la com la plus débile qui soit. Voilà. Allez, Dany Cohn-Bendit. Vous savez, tous les présidents français cherchaient. À ce point-là, on cherchait la joue de leur pape respectif. Moi, écoutez, étant donné que je suis non-croyant et que ça ne m'intéresse pas, Emmanuel Macron a envie d'embrasser le pape. Le pape a envie de se laisser embrasser par Emmanuel Macron. C'est leur problème d'homme, c'est pas le mien. Voilà. Et on a fait quand même des progrès depuis le temps où Bonaparte amenait de force Picette à Paris. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Tout de suite, Margot Haddad continue. Margot Haddad qui reçoit notamment Pierre Servant dans quelques instants, puisqu'on va parler aussi tout au long de la soirée des événements, y compris évidemment à Mayotte d'abord avec la tragédie de Mayotte, mais aussi dans la guerre d'Ukraine. À tout de suite.